Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Asthme pédiatrique, place de l'éducation thérapeutique organisé par l'association Planète Patient. Le webinaire sera animé par le docteur Aurélie Montagne-Larmurier, médecin coordinatrice. Merci de vous être connectés pour cette heure tardive. Là, nous nous retrouvons autour de la thématique de l'asthme pédiatrique et nous allons faire un focus sur l'ETP. En quoi l'ETP est utile, comment, quel peut être le contenu de l'ETP, quels outils et où peut-on accéder à un programme d'ETP centré sur l'asthme pédiatrique. Comme on fait ce zoom sur l'ETP, c'est là que notre association Planète Patient entre en scène. Nous sommes une association qui a 4 ans. Nous sommes plateforme normande d'éducation thérapeutique qui est sur tout le territoire haut et bas normand. Donc, derrière cette plateforme normande d'éducation thérapeutique, nous avons d'abord cette fonction d'être plateforme ressources. Et donc, à ce sens-là, l'objectif, c'est de promouvoir l'ETP sur toute la Normandie, de valoriser toutes les équipes qui font de l'ETP, de pouvoir développer des collaborations et vraiment de rendre visible et accessible l'ETP à tous. Vraiment, l'idée, c'est de faire de liens entre les professionnels de santé, mais aussi les patients, les associations d'usagers, recueillir les besoins pour pouvoir proposer de l'ETP, quel que soit son lieu de vie et sa pathologie. L'ETP, c'est l'affaire de tous. C'est aussi pour ça que ce soir, nous aurons la chance d'avoir des intervenants de l'hôpital, du CHU de Caen, de l'hôpital Saint-Lô Mémorial de la Manche, et nous aurons aussi des acteurs de la ville, avec des médecins généralistes, des kinés libérales, des enseignants d'activité physique adaptée et le conseil médical en environnement intérieur. Vraiment, l'objectif, c'est de bien avoir en tête que l'ETP dans la maladie chronique, c'est automatique. Et c'est vraiment des hommes et des femmes, des usagers engagés pour vivre au mieux avec une maladie qui dure et qui peut compliquer la vie. Mais il faut savoir comment parler de l'ETP, qu'est-ce que c'est, parce qu'effectivement, le mot éducation thérapeutique n'est pas facile à comprendre. Et pour pouvoir aussi bien adresser les personnes, c'est important qu'on sache de quoi on parle, de quoi on va parler. Et en même temps, Planète Patient donc, a cette première fonction d'être ressource et aussi, on a développé une offre de programmes d'éducation thérapeutique pour de multiples pathologies pour les adultes et pour les enfants. Et dans la branche enfant, le programme qui s'appelle OK avec ma santé, il y a une branche sur l'asthme pédiatrique et on aura une de nos collègues intervenantes qui vous en parlera tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps et laisser la parole à notre première intervenante, le docteur Cécile Vallet, pneumopédiatre au CHU de Caen, qui va nous permettre de nous faire une bonne introduction sur déjà un point sur l'asthme pédiatrique en termes autour de la pathologie, cette pathologie qui est très fréquente, qui est souvent un motif de consultation, que ce soit en médecine générale, chez les pédiatres et aussi aux urgences. Qu'on puisse avoir un petit peu un point sur les recommandations actuelles pour la prise en charge et puis aussi réfléchir ensemble avec ces propositions sur aussi comment optimiser les prises en charge pour diminuer les recours aux urgences. Un petit rappel, normalement, on va peut-être être nombreux à se connecter pour que tout le monde puisse avoir une bonne lisibilité de ce webinaire et qu'on puisse faire nos échanges. On vous propose d'éteindre micro et caméra, qu'on utilise le chat pour échanger, sachant qu'on fera une partie de questions-réponses en fin de webinaire. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Vallet. Moi, je suis chargée de faire une petite présentation générale sur l'asthme pédiatrique. Donc, je fais partie de l'équipe des pneumopédiatres du CHU et je travaille aussi aux urgences pédiatriques. Donc, c'est vrai qu'on couvre facilement la prise en charge aiguë et chronique au long cours. Donc, pour faire un rappel assez bref de l'épidémiologie, si on prend les données de recueil qui sont recueillies par Santé publique France sur la surveillance des pathologies, les chiffres en fait, qui nous disent que l'asthme, c'est une pathologie très fréquente qui touche plus de 4 millions de personnes en France et qui est
qui engendre des séjours hospitaliers qui sont quand même importants, parce que ça fait plus de 60 000 séjours hospitaliers par an, enfants et adultes confondus. Concernant les enfants, ils font des surveillances épidémiologiques tous les 2 ans depuis quelques années, depuis 2012, et en fait, ils font des recueils de données en grande section CM2 et 3e. Et ils retrouvent une prévalence en fait globale dans les âges pédiatriques qui sont assez similaires, mais ça revient à 10% en fait, d'enfants par classe d'âge qui auraient présenté des symptômes à type de sifflement autour des 12 derniers mois. Et si on pose la question pour le diagnostic d'asthme, si on leur a déjà parlé d'asthme dans leur vie, ça revient entre 10 et 16% de tous les enfants, tout âge confondu, donc c'est une pathologie très fréquente. Ça, c'est les données d'hospitalisation pour asthme. En fait, on voit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais globalement, c'est le nombre de séjours par âge. Là, c'est les nourrissons et puis là, c'est les personnes âgées. Et en fait, quasiment toutes les hospitalisations, enfin la grande majorité des hospitalisations pour asthme, ils surviennent chez l'enfant. Donc, c'est à peu près les 2/3. Donc, c'est énorme et pour nous, c'est pourvoyeur de pas mal de séjours hospitaliers. Le taux brut d'hospitalisation, il est en moyenne de 33 pour 100 000 enfants. Il y en a plus chez les garçons, un peu moins chez les filles. Ça s'explique peut-être parce que l'asthme pédiatrique, il est plus fréquent initialement chez les jeunes enfants, chez les garçons. Et puis, c'est des courbes qui se croisent un peu à la puberté. On ne sait pas trop d'ailleurs par quel phénomène, mais les courbes se rejoignent vers la puberté où les garçons sont plutôt moins asthmatiques et les filles un peu plus. Et globalement, en fait, le taux d'hospitalisation depuis les années 2000 font qu'augmenter, augmente régulièrement. C'est vrai que les données s'arrêtent à 2015, mais c'est ce qui rapporte en tout cas. Pour la physiopathologie, pour comprendre en fait le but des traitements et de la prise en charge, c'est vraiment nécessaire de passer par l'étape de comprendre ce qu'est la maladie pour adhérer au traitement et puis comprendre en fait les mécanismes. Donc, c'est une maladie d'inflammation chronique des voies aériennes qui arrive sur un terrain prédisposé, souvent dans un environnement particulier sur un terrain prédisposé. Les symptômes, ils sont assez variables d'une personne à l'autre, mais on retrouve globalement des sifflements, une dyspnée, une toux, qui est variable en intensité et dans le temps, mais globalement qui a des rythmes assez particuliers. Ça va être la toux nocturne, l'atout à l'exercice physique, donc aux émotions chez l'enfant, au rire, aux pleurs, et puis donc c'est l'inflammation chronique qui est responsable de ces symptômes, puis il y a l'hyperréactivité des bronches qui fait qu'il y a ce spasme facilement au contact d'un stimuli qui peut être variable selon les enfants. Voilà. Et on distingue du coup les exacerbations qui sont des symptômes qui durent de plus de 24 heures, des symptômes transitoires qui peuvent être par exemple l'asthme à l'effort, et puis une fois que l'effort est terminé, en général, les symptômes peuvent rentrer dans l'ordre. Donc c'est un symptôme qui prédomine sur les débits expiratoires, c'est une dyspnée vraiment expiratoire. Et ça, c'est ce qu'on peut voir après sur les épreuves fonctionnelles respiratoires qu'on fait à partir de 6 ans. On différencie classiquement l'asthme chez l'enfant en 3 périodes. Il y a l'asthme du nourrisson qui est chez moins de 36 mois, donc 3 ans, l'asthme préscolaire entre 3 et 6 ans, et l'asthme du grand enfant. On fait ces classes d'âge parce que c'est pas tout à fait, en fait, la maladie asthmatique, elle évolue dans le temps et c'est pas tout à fait les mêmes causes qui déclenchent les crises d'asthme dans ces différentes classes d'âge, et puis l'évolution n'est pas tout à fait la même, mais globalement c'est la même physiopathologie. Et on note dans les études vraiment le facteur de persistance de l'asthme qui est d'abord viron-induit chez le préscolaire. Il persiste beaucoup plus dans les familles où il y a de l'atopie personnelle ou familiale, soit l'atopie personnelle ou familiale au premier degré. C'est vraiment le facteur qui permet de dire aux familles que l'asthme a plus de risques de persister. L'objectif de la prise en charge de l'asthme chez l'enfant, c'est de permettre une vie quasi normale et de préserver son capital respiratoire pour l'âge adulte. Et donc, les traitements, ça vise à limiter les exacerbations, tous les symptômes intercritiques, les besoins en bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, et d'avoir une qualité de vie et une fonction respiratoire normale.
On a vraiment en pédiatrie des critères assez stricts et on est assez exigeant sur le contrôle de l'asthme, un peu plus que, a priori, l'asthme de l'adulte. La pierre angulaire du traitement, c'est comme chez l'adulte, c'est des corticoïdes inhalés qui doivent être pris quotidiennement au long cours pour avoir une efficacité optimale, auquel on peut associer des bronchodilatateurs de longue durée d'action à partir de 4 ans, toujours sous forme inhalée, des traitements oraux qui sont les antileucotriènes. Et récemment, depuis quelques années, on a des anticorps monoclonaux pour les asthmes sévères non contrôlés dans des indications très strictes, mais qui nous aident pas mal pour nos asthmes sévères. Ils sont assez efficaces. Avec cela, on ajoute des mesures qu'on appelle non médicamenteuses, qui sont aussi très importantes en parallèle, qui sont d'abord d'identifier, d'abord de les identifier. Par exemple, on parle des allergènes qui peuvent déclencher des crises d'asthme. Donc ça peut être les acariens, les pollens, les poils d'animaux. Donc les éviter si possible. On peut aussi être amené à désensibiliser dans certaines indications. Il faut évidemment faire la chasse au tabagisme passif, voire actif, mais c'est plus rare chez les enfants. Et lutter contre notamment la pollution intérieure du logement et extérieure si possible. Les spécificités pédiatriques de la prise en charge, ça reste une pathologie pédiatrique, donc il y a toujours la relation triangulaire en fait, entre le médecin, l'enfant qui peut être de nourrisson à adolescent finalement, et la famille. Évidemment, on est en 2023, donc les familles, elles sont très différentes. Il y a des familles recomposées, des familles avec des communications difficiles entre les parents. On ne voit pas toujours tous les membres de la famille. Et du coup, ça pose aussi problème pour l'éducation thérapeutique. Ça fait qu'on doit aussi répéter souvent les conseils qu'on leur donne. Et après, chez l'enfant, il faut aussi prendre en compte sa vie scolaire et ses activités périscolaires qu'on encourage toujours, notamment les sports périscolaires, s'ils sont adaptés à sa fonction respiratoire. Et le but de toute la prise en charge, en fait, c'est d'autonomiser l'enfant et sa famille pour qu'ils puissent gérer au maximum leur quotidien et à terme autonomiser l'enfant vers son âge adulte, en fait, où il aura plus ses parents, il faudra qu'il se prenne en charge tout seul. Voilà. Concernant l'asthme, les spécificités, c'est que du coup, c'est des traitements qui sont inhalés avec nécessité d'une bonne technique de prise pour avoir une efficacité optimum des traitements. Donc, c'est-à-dire toute l'explication autour des chambres d'inhalation, les différents dispositifs qui sont nombreux et puis du coup s'assurer régulièrement que les traitements non seulement sont pris tous les jours mais sont bien pris, parce que s'ils sont mal pris, on aura forcément un mauvais équilibre de l'asthme. Il faut reconnaître et savoir décrire aux parents ce qu'ils doivent rechercher comme facteur déclenchant, et surtout ne pas méconnaître cette pathologie qui en fait peut prendre des formes pas toujours classique. C'est pas forcément la crise d'asthme avec la dyspnée sifflante à chaque fois. Ça peut être des infections respiratoires à répétition, une toux chronique qui est en fait méconnue, qui passe pour des infections virales à répétition, et finalement il y a un terrain asthmatique sous-jacent. Enfin, voilà. Des fois il y a des petites subtilités chez l'enfant où il ne faut pas méconnaître, parce que c'est la pathologie chronique la plus fréquente de l'enfant. Je vais juste une petite diapo sur les adolescents. Donc évidemment, les adolescents, ils sont à une phase complexe de leur vie, et l'asthme peut avoir un retentissement scolaire, notamment ces enfants qui toussent toute la nuit, ils vont faire certaines fatigues. Et puis c'est des enfants qui sont dans une période assez tourmentée de leur vie, qui peuvent. Donc on recherche des traitements qui sont adaptés, je vais reparler juste des traitements après, mais vraiment qui sont mieux adaptés à eux et à leur rythme de vie. On essaie de les éduquer sur leur pathologie, on leur remet des plans, aussi des informations écrites pour qu'ils puissent s'y référer. On évalue régulièrement leurs connaissances, on recherche un tabagisme actif et passif, en tout cas une prévention. On essaie de le prévenir, et puis il ne faut pas méconnaître le stress et l'anxiété.
dans ces pathologies qui peuvent être intriquées avec d'autres comorbidités comme les pathologies d'hyperventilation ou de dyskinésie des cordes vocales qui sont sur des terrains assez anxieux. Et finalement, ça nous arrive régulièrement de remettre en question. Ils ont souvent les deux pathologies impliquées, donc du coup, on peut mettre un peu de temps tourner autour avant de faire le diagnostic, mais on a souvent des terrains de dyskinésie des cordes vocales chez certaines adolescentes en particulier qui sont associés. Donc les objectifs chez les ados, en fait, c'est les mêmes que chez les enfants en général, c'est pas de crise, bon contrôle, qualité de vie, sommeil optimal, EFR normal, activité, scolarité normale, pour un minimum de traitement possible. Et puis c'est chez eux qu'on a développé pas mal les biothérapies pour les asthmes sévères, résistants au traitement bien pris et bien conduit évidemment. Et on a des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Après, chez les adolescents, il faut quand même travailler la transition à l'âge adulte et puis voir leur projet de vie professionnel parce qu'il y a certaines pathologies, certains métiers qui leur seront contre-indiqués. Il vaut mieux anticiper avec eux pour voir, pour pas qu'il y ait de déception. Je pense notamment à tous les enfants qui veulent être pompiers ou qui sont exposés à des irritants respiratoires. Donc les recommandations pour les traitements actuels, l'asthme du nourrisson, ça a été assez clarifié récemment, c'est à partir du 2e épisode sifflant avant 1 an, s'il y a un terrain atopique personnel ou familial, ou à partir du 3e épisode sifflant, ou tout épisode de dyspnée sifflante après 12 mois. Donc finalement, on est assez large et le but, c'était de traiter les enfants, plutôt de ne pas méconnaître des asthmes du nourrisson. Chez l'adolescent, j'ai fait un petit aparté pour vous rappeler qu'il y a des traitements qui se prennent en une prise par jour avec des formats assez compacts qui peuvent mettre dans des sacs de week-end qui ne vont pas prendre tout leur sac et normalement on pourra améliorer leur adhérence. Et puis depuis quelques années, les collèges de pneumopédiatrie et puis les Américains proposent la stratégie, ce qu'ils appellent SMART, à partir de 12 ans. Donc en fait, c'est la prise de budesonide et de formoterol inhalé en traitement, ce qu'on appelle fond plus demande. Donc ça sera le même traitement pour le fond et la crise, parce que le formoterol est un bronchodilatateur normalement de longue durée d'action et qui a une action assez rapide. Et le but, c'est qu'en fait, d'améliorer l'équilibre de l'asthme en espérant qu'ils aient plus régulièrement des corticoïdes inhalés s'ils le prennent aussi au moment où ils sont gênés. Et donc, il faut vraiment guetter le passage où ils passent d'eux-mêmes des aérosols pressurisés simples aux aérosols qui commencent à les prendre directement dans la bouche parce qu'on sait que c'est souvent très mal pris et du coup, pouvoir passer à des aérosols doseurs autodéclenchés. Ça sera ce qu'on discute à chaque consultation pour leur expliquer pourquoi ils ne peuvent pas prendre le traitement directement dans la bouche. Donc, tout traitement de fond pour l'asthme, on l'instaure au moins 3 mois, on le réévalue régulièrement. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui nous permet d'arrêter les traitements. Ça se fait sur un faisceau d'arguments d'interrogatoire, plus ou moins des essais d'arrêt ou de diminution progressive des traitements quand les situations sont stables. Les facteurs de risque d'exacerbation, c'est des symptômes non contrôlés, des utilisations d'aérosols doseurs qu'est-ce que j'ai marqué d'au moins un aérosol doseur par mois de bronchodilatateur, une mauvaise adhérence au traitement, des problèmes psychosociaux et économiques, du tabagisme passif, des allergènes qui ne sont pas contrôlés ou des comorbidités, notamment les allergies alimentaires ou l'obésité. Et s'ils ont fait des exacerbations sévères dans l'année ou des hospices pour asthme aigu grave, ces enfants ils sont plus à risque de faire des exacerbations. Le facteur de risque d'avoir des obstructions fixées, donc des conséquences à l'âge adulte, c'est un défaut de traitement, une exposition à des irritants chimiques éventuellement, et puis un VEMS initial qui est bas. Et les facteurs de risque de persistance à l'âge adulte, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, les antécédents personnels d'atopie ou familiale, ou un asthme qui est sévère cliniquement. Si on a aussi des EFR qui montrent des obstructions bronchiques en intercrise, ou la persistance de signes d'hyperactivité bronchique interrogatoire, c'est aussi des facteurs de risque de persistance, ainsi que le surpoids et le tabagisme. Je passe rapidement du coup sur l'asthme aux urgences pédiatriques. On a regardé nous, sur l'année 2022 combien on avait eu de codage d'asthme aux urgences et on a retrouvé à peu près 820 passages sur 29 000. Donc, ce qui fait 2,7%, et en gros ça représente 2 consultations en moyenne par jour. Donc c'est évidemment réparti
c'est pas réparti tous les jours, mais c'est vraiment quelque chose qui est fréquent, qu'on voit régulièrement et qui prend du temps. On sait, toutes les études montrent qu'il y a un pic de crise d'asthme en septembre au moment de la rentrée scolaire. Donc là, on en voit vraiment beaucoup. Et pourquoi est-ce que les gens consultent pour de l'asthme aux urgences? Donc soit, en fait, c'est la crise d'asthme inaugurale chez un enfant qui n'a pas été diagnostiqué. Ça peut être un asthme non connu. Typiquement, c'est l'enfant dont les parents rapportent qu'il fait des bronchites asthmatiformes, je dis ça entre guillemets. Et en fait, c'est un asthme qui n'a pas été étiqueté en tant que tel et qui fait des crises d'asthme à répétition. Ça peut être des parents qui ont tardé à appliquer le traitement de crise qu'on leur a inculqué, ou qui ont bien fait le traitement, mais finalement qui sont quand même inquiets et qui veulent un avis médical. Ça peut être des asthmes qui sont sévères malgré la prise en charge qui a été débutée et bien débutée à la maison, ça on en voit aussi de temps en temps. Et puis aussi des gens qui ne reconnaissent pas les signes de crise et qui arrivent souvent trop tard ou voilà, qui ont du mal à voir à quel moment ils doivent débuter les traitements. Il y a aussi des gens qui ont une peur de donner trop de médicaments ou des doses pas adaptées. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'éducation thérapeutique, c'est d'anticiper et de leur dire ce qui est adapté pour leurs enfants pour qu'ils puissent tout faire pour débuter les traitements en temps et en heure et de façon adaptée. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, les problématiques qui sont liées aux consultations aux urgences, c'est évidemment qu'on a un temps limité par patient, que les gens sont... Donc, l'enfant vient avec un accompagnateur qui peut être... souvent, c'est quand même un des deux parents, mais en fait, on n'a souvent qu'un interlocuteur, qui sont assez focalisés sur la prise en charge aiguë, c'est-à-dire des problèmes qui l'amènent, et que du coup, introduire la notion de maladie chronique et de traitement au long cours, c'est pas forcément ce qu'il leur reste à la fin de la consultation. Et du coup, c'est pour ça qu'il nous faut des traitements, des supports adaptés, notamment écrits, pour pouvoir mettre les plans d'action, leur expliquer la différence entre un traitement de fond et un traitement de crise. Voilà, il y a aussi le fait qu'il y a certains médecins qui sont moins à l'aise avec certaines pathologies et qu'on fait bien ce qu'on fait souvent. Donc, on fait au mieux. L'idéal, c'est de pouvoir instaurer un traitement de fond ou en tout cas de réadapter chez l'enfant qui est asthmatique connu, mais de pouvoir avoir un minimum si besoin, de réadapter le traitement de fond et puis de revoir rapidement l'enfant dans un cadre un peu plus posé d'une consultation ou en séance d'éducation thérapeutique pour leur expliquer à froid ce qu'est la maladie et quels sont les traitements pour les mois à venir. Donc pour conclure, l'asthme pédiatrique, c'est une pathologie très fréquente et dans le contexte de démographie médicale actuelle, c'est actuellement impossible pour les pneumopédiatres de suivre tous les enfants asthmatiques. Donc il faut des relais de proximité dans l'idéal pour pouvoir nous aider à faire tout ce qui est éducation thérapeutique qui prend aussi beaucoup de temps. Pour cela, ça nécessite quand même de bien comprendre le mécanisme de la maladie, les facteurs déclenchants, l'intérêt des traitements, pour permettre une meilleure adhérence et une autonomie de l'enfant et de sa famille. Il faut bien connaître les spécificités des traitements inhalés, réévaluer régulièrement les techniques de prise. Nous, on fait à chaque consultation, mais parce qu'on se rend compte que quand on fait quelque chose tous les jours, on prend vite des habitudes qui ne sont pas forcément les bonnes. Et du coup, il y a toutes les problématiques liées à la maladie chronique qui sont aussi la motivation et ne pas perdre, comprendre l'intérêt de ce qu'on fait tous les jours et être convaincu que c'est la meilleure chose pour son enfant. Donc voilà, pour tout ça, c'est indiscutable qu'on a besoin de relais d'éducation thérapeutique sur le terrain pour qu'ils aient aussi la meilleure qualité de vie et un meilleur pronostic respiratoire à l'âge adulte. Merci beaucoup, Dr Vallée. Ce n'était pas évident de rebalayer un peu tout l'horizon de l'asthme pédiatrique et vraiment intéressant de nous présenter les motifs aussi de consultation aux urgences qui finalement sont très fréquents, prennent du temps et on voit bien de ce que vous expliquez à quel point dans l'urgence, il y a beaucoup d'anxiété, de stress et en fait, il y a besoin de réexpliquer déjà de gérer la crise et finalement déjà de réaborder cette notion de la maladie qui dure et des traitements de fond. Et où là, je vous remercie, ça permet vraiment d'introduire comment le TP peut être vraiment complémentaire de ce que vous proposez.
Donc là, je vais donner la parole au docteur Armand, médecin généraliste, et ce qui va nous permettre de voir un petit peu aussi, rapidement, hein, qu'est-ce qui peut finalement concrètement nous faire orienter un patient qui souffre d'asthme vers le TP, qui ait eu des passages aux urgences ou pas. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on revienne aussi sur le concret, parce que hélas, tous les patients n'ont pas de pédiatre ni de pneumopédiatre, parce qu'on sait aussi la rareté de cette profession. Et effectivement, beaucoup de prises en charge reposent sur le médecin généraliste. Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Donc, docteur Armand, médecin généraliste à Fleury-sur-Orne. Donc, le docteur Montagne, moi, il m'avait demandé de participer pour expliquer un petit peu la position du médecin généraliste et la prise en charge qu'on peut avoir et comment orienter un patient asthmatique. C'est vrai qu'on en voit énormément en cabinet de médecine générale. Alors, la première question, c'était qu'est-ce qui vous fait orienter un patient souffrant d'asthme et de sa famille vers le TP? Alors, qu'est-ce qui va me faire orienter un jeune patient? Ça va être effectivement des crises trop répétées, des patients qu'on voit en consultation un peu trop souvent pour le même motif de consultation, et éventuellement des traitements de fond qui ne sont pas forcément respectés, une mauvaise observance du traitement. On voit les ordonnances qui devraient être renouvelées tous les 3 à 6 mois et on revoit les patients beaucoup plus tard. Donc, effectivement, ces patients-là, on peut se poser la question de l'observance et peut-être les orienter vers un programme de TP. Faut savoir que oui, dans cette pathologie chronique, l'observance est seulement de 13%, donc c'est vraiment, vraiment très, très faible. Donc, il y a vraiment des progrès à faire de ce côté-là. Qu'est-ce qui pourrait aussi me faire orienter un patient? Peut-être des fois des problèmes de technique d'inhalation. Je pense que ça pourrait être vu avec les programmes. Voilà, on a du matériel, on peut montrer au cabinet, mais parfois c'est un peu plus technique, on n'a pas forcément le temps non plus. Donc, on pourrait prendre le temps de le faire lors d'un programme. Ça peut être aussi des problèmes de compréhension de l'enfant, de la famille, de ce qu'est la maladie, de pourquoi on prend le traitement, quel effet il peut avoir. Des difficultés aussi parfois pour les parents à gérer le stress lors des crises. Et donc ça, effectivement, on essaie de l'expliquer, de faire des protocoles, de leur dire de comment consulter, etc. Mais c'est toujours très, très stressant pour eux. Donc, je pense qu'il y a des moyens de le faire et de leur expliquer lors de programmes de TP. Des consommations de ventoline trop fréquentes aussi. Des fois, on nous demande des ordonnances de ventoline en plus. Donc ça doit nous faire dire qu'effectivement, la maladie est mal contrôlée et qu'il y a sûrement des choses à revoir avec eux. Et puis, il y a tout ce qui est conseil environnemental et l'habitat non adapté qui pourrait aussi être vu avec le patient. On n'a pas accès à tout ça. On ne peut pas aller forcément chez tous les patients à domicile pour voir comment ça se passe. Donc, il y a des choses à faire. Et puis, il y a des enfants aussi qui ne pratiquent pas l'activité physique et qui ont peur de le pratiquer, enfin, surtout les parents, de les faire l'activité physique. Donc, bien leur expliquer qu'il y a des sports qui sont tout à fait adaptés et que c'est faisable. Voilà. À quel moment après cette première explication, un peu à quel moment parler de TP dans le parcours de soins et pourquoi? Est-ce qu'il y a un moment plus propice? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un moment plus propice. À mon avis, dès le début de la maladie, si effectivement les parents sont un peu et l'enfant sont un peu dans la difficulté de compréhension de ce qui se passe et ont besoin d'informations et de compréhension de développer certaines compétences sur les pratiques de la technique d'inhalation, des choses comme ça peut être un bon moyen de les initier dans un parcours de TP. Mais aussi, tous ceux qui passent des fois trop souvent aux urgences ou qui reviennent trop souvent en consultation, des hospitalisations répétitives, c'est aussi un moyen de leur proposer ce programme. Et puis après, c'est à la demande des patients et de la famille. Je pense qu'il n'y a pas de moment précis. À tout moment de la évolution de leur maladie, ils peuvent être amenés à avoir un programme de TP. Voilà, question importante, comment en parler en quelques mots pour justement réussir à motiver le patient et sa famille pour aller au-delà de la consultation en individuel avec le médecin qui connaît bien, où il a confiance, pour aller vers d'autres professionnels et peut-être aussi le fait d'aller vers quelque chose de collectif. Oui, alors comment les motiver en quelques mots? C'est, je pense, pour eux, comprendre de faire moins de crises, de moins de passages aux urgences, de s'en sentir mieux et d'avoir vraiment une meilleure qualité de vie. Les patients asthmatiques, dans la littérature, ils montraient qu'ils ont
une qualité de vie altérée dans 70% des cas, donc c'est quand même énorme, hein, des troubles du sommeil, des problèmes dans l'activité physique, des choses comme ça. Et surtout pour les parents, moins de stress lors des crises et puis un repérage plus précoce des signes de crise et des signes d'alerte. Je pense que ça, voilà, pour les parents, c'est rassurant, pour l'enfant aussi. Donc, je dirais que c'est quelques motifs qui pourraient les motiver. Bien, merci beaucoup. Donc là, on a vu un petit peu le pourquoi proposer de l'ETP, qu'est-ce que ça pourrait apporter. Là, on va un petit peu voir où concrètement on peut adresser l'enfant et sa famille pour faire de l'ETP sur toute la région Normandie. Donc, je laisse la parole à ma collègue Floriane Corneille, qui va nous présenter un petit peu tout ce qui peut exister en ETP en Normandie, dans l'asthme. Bonsoir à tous. Alors, voici une cartographie des programmes en ETP en Normandie. Donc, on va avoir globalement 7 programmes qui ont été déclarés, dont celui de Planète Patient. Et puis, j'ai rajouté aussi celui de Bayeux, l'école de l'asthme de Bayeux, qui est en train de le redéposer. Donc, on va voir un programme de TP à Falaise avec une petite spécificité d'âge de 6 à 18 ans. On a un programme à Vire, le programme à Bayeux qui va être déposé, un programme à Évreux, un programme au Havre, un programme à Saint-Lô, et puis un programme à Rouen avec également une spécificité puisque c'est pour des nourrissons avec un âge inférieur à 36 mois et déclarant un asthme sévère. Et puis après, en bleu, vous avez les points de OK avec ma santé, donc le programme de Planète Patient, qui sera décrit un petit peu plus tard dans la soirée. Et là, j'ai pointé finalement les 7 antennes du territoire. Après, le principe, c'est que ce programme soit déployé en ville au plus proche des patients. Donc, on voit bien que les programmes sont relativement rares, un petit peu répartis partout en Normandie, mais relativement rares. Merci beaucoup, Floriane. Donc, pour justement prendre un peu un exemple de ce qui peut être proposé en Normandie, on va avoir la chance d'avoir l'équipe de l'hôpital Saint-Lô Mémorial États-Unis qui finalement est très impliquée dans l'ETP depuis longtemps. Ils ont une maison de l'éducation thérapeutique. Donc, on va avoir Fabienne Blanchet, qui est la coordinatrice ETP, et l'équipe de pédiatrie avec le pédiatre allergologue, le docteur Ajoundi, une puéricultrice, Madame Jacques, et une auxiliaire de puéricultrice qui vont nous présenter l'ETP dans leur service et qui vont reprendre de façon simple un petit peu quels sont les objectifs de l'ETP dans l'asthme pédiatrique. Merci. Donc, bonjour, moi je suis Wajed Ajoundi, pédiatre à l'hôpital de Saint-Lô. L'Organisation mondiale de santé dit que l'éducation thérapeutique devrait être systématiquement intégrée dans les soins délivrés aux personnes souffrant de maladies chroniques. Effectivement, elle aide les patients et leurs familles à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre plus sainement et à maintenir ou même améliorer leur qualité de vie. Même la haute autorité de santé. Donc la haute autorité de santé dit qu'une proposition d'ETP doit être faite à toute personne, enfants, ses parents, adolescents et adultes, ayant une maladie chronique, et ça c'est quel que soit son âge, le type et le stade de l'évolution de sa maladie, que ce soit au début de la maladie ou une maladie dans un stade peu sévère comme un stade avancé ou grave. La finalité de l'ETP, du coup, c'est permettre à la personne de vivre au mieux avec sa maladie. Elle développera des compétences, équilibrer la pathologie, éviter les complications, augmenter sa qualité de vie et augmenter la confiance en soi. Les objectifs pour améliorer le contrôle de l'asthme, par une meilleure connaissance de la maladie et le rôle des traitements,
avec une maîtrise de la technique d'inhalation, une identification des facteurs déclenchants, une connaissance des signes de gravité, une capacité à prendre les mesures adaptées à son état. L'enfant améliorera sa qualité de vie, on lui permettra de gérer sa maladie en harmonie avec ses activités et ses projets. Ça permet aussi de diminuer le recours aux urgences, le nombre d'hospitalisations, l'absentéisme scolaire et éviter surtout les tableaux graves. Donc, nous sommes une équipe pluridisciplinaire composée par moi-même, Catherine, une auxiliaire. Nous avons aussi Lucie, une infirmière puéricultrice, Fabienne, la coordinatrice de l'éducation thérapeutique, Wajet, notre pédiatre référent allergologue, et Christelle, qui est infirmière puéricultrice. Et notre programme d'éducation thérapeutique est référencé en tant qu'école de l'asthme. Au départ de 2018, l'autorisation de l'ARS est un programme structuré et adapté en fonction de l'âge des jeunes, proposé en ambulatoire. Et nous recrutons essentiellement les enfants suivis en consultation à l'hôpital mémorial, où ils peuvent aussi être adressés par nos 2 allergologues libéraux du secteur. Bon, donc je prends la main. Donc effectivement, notre programme proposé, alors on a plusieurs groupes. Quand on avait commencé, donc, on s'adressait aux parents des enfants d'âge préscolaire, de 1 à 6 ans. C'est vraiment notre programme le plus suivi. Un groupe des enfants de 6 à 11 ans, donc avec leurs parents, et les collégiens lycéens qui viennent en général seuls à l'atelier. Quand on avait commencé, donc au départ, notre atelier était, on avait 3 ateliers collectifs, un atelier de connaissance de la maladie, un atelier de faire face et de gestion de la crise, un atelier asthme et sport, et on proposait systématiquement le contact avec la conseillère médicale en environnement intérieur, si les familles le souhaitaient. En 2020, la crise du Covid, de la Covid, et là, bon, donc changement de programme, et on a été contraint de faire de l'éducation thérapeutique en distanciel, et donc premiers ateliers d'IETP, une découverte, on faisait un seul, enfin, tous les thématiques en un seul atelier en visio. En 2022, bonne nouvelle, on a pu reprendre nos ateliers en présentiel, mais là, pour le coup, on avait des grosses difficultés de recrutement sur le premier semestre où on avait des difficultés de recrutement. Donc, on a dû modifier notre façon de faire. Ce qu'on a imaginé, notamment à partir de septembre 2022, la période où il y a entre guillemets, l'épidémie d'asthme, avec beaucoup de recours aux urgences, de consultations aux urgences, on a regroupé les ateliers en un seul atelier et on proposait l'ETP à tous les enfants consultants aux urgences ou hospitalisés dans les 2 semaines au plus près de l'exacerbation. Et on a pu réinclure voilà, plusieurs enfants et parents d'enfants dans notre programme modifié. Et globalement, entre 2018, notre démarrage, et 2022, on a eu plus 92 patients et parents qui ont bénéficié de l'éducation thérapeutique. En 2023, on change de programme, on modifie notre programme. On a un renforcement du lien de l'hôpital avec les médecins traitants qui nous adressent les patients. On a modifié les groupes, on fait en 2 groupes, on propose 2 groupes avec 2 ateliers. Un atelier qui regroupe les parents
d'enfants de moins de 6 ans et les enfants de 6-11 ans, avec les adolescents de 12-18 ans qui sont tous dans une pièce avec la nounou. Et en parallèle, un atelier pour les enfants de 6 à 11 ans. On est le soir en général le mardi après-midi dans la maison de l'éducation thérapeutique qui se trouve au sein de l'hôpital Mémorial. Notre seul atelier collectif, du coup, regroupe. Donc, on aborde l'arbre respiratoire des bronches, les maladies chroniques, l'inflammation, l'obstruction, être capable de nommer son traitement, comment se servir aussi de son traitement inhalé, comment repérer les signes de la crise et comment appliquer son plan d'action personnalisé. On finit l'atelier par un thème pourquoi devenir un mouton asthmatique et quel est le rôle de l'environnement et l'allergie. Bon, donc effectivement, c'est vraiment un nouveau format qu'on vient de démarrer tout juste en mars. Donc avec, comme la disait Christelle, on est en binôme avec dans 2 pièces, une pièce pour les enfants de 6-11 ans et une pièce pour les parents d'enfants de moins de 6 ans, des enfants de 6-11 ans et des collégiens lycéens. Donc on a plusieurs supports éducatifs. Alors le PowerPoint de l'IETP qu'on a gardé de l'année des années Covid, le paperboard, le tableau Velleda. Donc, dans nos supports éducatifs, on utilise, donc on voit l'arbre respiratoire, les bronches, nos maquettes de bronches, l'inflammation, les bronches saines. On leur montre aussi comment bien utiliser sa chambre d'inhalation, comment nettoyer sa chambre d'inhalation. On fait aussi un petit rappel du plan d'action qu'ils ont eu qu'ils ont eu lors de leur consultation aux urgences ou lors de leur hospitalisation. Tout le principe pour, en cas de crise, tout le chemin qu'ils ont à faire, enfin, tout le... Aide-moi, Wajed, je suis perdue. Le plan de route. Le plan de route, voilà, le plan d'action pour, pour en cas de crise, et qui aide beaucoup d'enfants et de parents et qui évite bien des hospitalisations. Et nous avons aussi comme support pour les 6-11 ans la ronde des décisions et le métaplan. Avec les post-it. Avec les post-it. En général, les parents et les enfants sont satisfaits sur le questionnaire, on donne des questionnaires de satisfaction et en général, c'est plutôt positif. Et puis, sur le plan de la santé, il y a une amélioration. En tout cas, on observe moins d'absentéisme scolaire, il y a moins de passages aux urgences pédiatriques et il y a une diminution des hospitalisations pour tous ceux qui ont suivi le programme. Donc un petit schéma, un schéma sur l'acquisition de compétences pour montrer entre par exemple la compréhension de ma maladie et de mon traitement entre 50% au début du programme et 90% à la fin du programme et puis tout le reste, alors on voit vraiment la nette amélioration, en tout cas le bénéfice qu'on peut apporter aux enfants et aux parents en faisant de l'éducation thérapeutique. Et donc pour terminer, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si par exemple on comparait le traitement de l'asthme avec les verres correcteurs dans le traitement de la myopie, je sais de quoi je parle, le TP serait la monture des lunettes et c'est vrai que sans quoi la prise en charge de la maladie chronique, notamment de l'asthme, serait en tout cas insuffisante et donc on s'accorde au bénéfice colossal que l'éducation thérapeutique apporte aux patients et aux enfants et à leurs familles aux enfants souffrant de maladies chroniques et notamment de l'asthme. Voilà, merci.
Merci beaucoup à l'équipe de Saint-Lô qui nous a donné un exemple concret de programme, aussi comment le programme a évolué et de toutes les compétences qui sont travaillées avec l'enfant et sa famille. Je laisse la parole à Michel Leclerc, qui est kinésithérapeute et qui va nous présenter un autre programme qui propose de l'ETP dans l'asthme pédiatrique. Donc voilà, je suis kinésithérapeute, j'exerce dans la région de Rouen. Je fais partie de l'équipe de Planète Patient, à la fois en apportant un peu de mon expertise dans la mise en place des ateliers asthme pédiatrique, également en tant que référente de parcours et en tant qu'animatrice d'atelier. Donc, ma présentation va être un petit peu plus pragmatique. C'est vraiment pour vous montrer en quoi consistent les ateliers proposés par Planète Patient. Lorsque vous adressez un de vos patients, faut que j'avance. Voilà. Lorsque vous adressez un de vos patients, que vous soyez médecin, que vous soyez un autre professionnel de santé, vous pouvez adresser vos patients à la plateforme Planète Patient. Je pense qu'on vous donnera le lien en fin de webinaire. Les patients peuvent s'inscrire par eux-mêmes sur la plateforme Planète Patient également. Lorsque les patients sont reçus, donc leur parcours va être fléché. C'est-à-dire que le patient ayant été reçu par Planète Patient va d'abord être confié à un référent de parcours qui va avoir un entretien initial individuel avec le petit patient et ses parents pour établir un plan personnalisé avec un choix d'atelier d'éducation thérapeutique, et il y aura un entretien de fin de parcours à la fin des séances. Les ateliers qui concernent le programme asthme pédiatrique, il y a deux types d'ateliers. Il y a d'abord tous les ateliers sur les capacités d'adaptation, et ça c'est un tronc commun avec les autres pathologies chroniques pédiatriques comme l'obésité par exemple, avec deux types d'ateliers. Le premier, il est réservé aux parents. Le thème, c'est vivre avec la maladie de mon enfant. Les parents sont souvent un peu désarmés et cet atelier leur est vraiment consacré. Et puis l'atelier qui est plus destiné aux enfants, qui est grandir avec ma maladie. Donc on est plutôt dans les capacités d'adaptation. Il faut savoir que on s'adresse à la classe d'âge 0-18 ans. Les plus petits jusqu'à environ 6 ans sont les parents seuls qui seront reçus lors des ateliers. Ensuite, entre 7 et 11 ans, les parents accompagneront les enfants, et à l'adolescence, les adolescents suivront les ateliers seuls. Les ateliers à proprement parler spécifiquement pour l'asthme, il y a 5 ateliers différents, et donc je vais vous présenter un petit peu leur contenu. Je ne vais pas être exhaustive, mais le but, c'est surtout de vous montrer quelques outils qu'on utilise et comment, par rapport à nos débuts avec ces ateliers-là, comment les enfants réagissent. L'atelier numéro 1, c'est mon asthme à moi, mon asthme et moi. Et vraiment, l'objectif de cet atelier, c'est que l'enfant soit en capacité de parler de sa maladie, qu'il arrive à s'exprimer facilement, à dire ce qu'il ressent. Et donc, ça va être plutôt partagé sur le vécu de la maladie. Et on va utiliser, je vais vous montrer quelques outils comme ça. Là, c'est un outil qu'on propose. C'est une petite BD qui est avec des bulles vierges. Et on invite les enfants à les remplir. Le petit bonhomme violet, c'est un copain qui pourrait poser des questions, par exemple, sur la maladie asthmatique. Et puis, le petit bonhomme vert, c'est le petit patient qu'on reçoit pendant les ateliers et comment il répondrait à ce petit copain. On propose aussi aux parents de se réserver une bulle pour adultes. Et puis, en pratique, comment ça se passe? On distribue une planche comme ça, et puis les parents écrivent avec les enfants. C'est surtout vraiment consacré aux enfants. On leur dit d'apporter leurs propres réponses aux questions qu'ils imaginent. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, en croisant à la fin de l'écriture, quand on reprend les questions, les réponses, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des questions communes aux enfants.
Donc, ils comparent leurs réponses, ça engage le dialogue et les échanges sont assez riches à ce niveau-là. Plus, ils se rendent compte que ils se posent les mêmes questions, ils vivent un petit peu les mêmes choses, ils ont les mêmes interrogations. Le deuxième atelier qu'on propose, c'est plutôt vivre avec mon traitement au quotidien. C'est ce qu'on connaît le plus de l'éducation thérapeutique, c'est comment je connais mon traitement, je sais l'utiliser à bon escient, et puis je sais bien entretenir mes dispositifs. Alors, on part sur les connaissances sur la maladie, avec des petits schémas, comme vous pouvez voir sur la gauche de la diapositive. Et puis ensuite, le petit patient et ses parents viennent avec les différents, on leur demande de venir avec leurs propres dispositifs. Et puis, on les étale, on voit à quoi ça sert, quand est-ce qu'on prend un traitement de fond, quand est-ce qu'on prend un traitement de crise, comment on les utilise, on pratique en vrai. On s'exerce entre nous, on s'aperçoit que les petits copains, ils ont parfois le même, ils en ont parfois des différents, il y a des couleurs différentes. On joue un peu avec les dispositifs. Ils s'autocritiquent aussi et ils critiquent les autres. Hein. Oh là là, attention, t'as pas bien soufflé, attention, t'as pas bien inspiré. Et du coup, on progresse comme ça. Et puis, on aborde en fait vraiment les ordonnances de chaque enfant et tous les aspects du traitement. Le troisième type d'atelier qui est proposé, c'est la crise d'asthme, on gère. Alors là, c'est plutôt je reconnais mes symptômes, parce que souvent on s'aperçoit que les signes annonciateurs de la crise sont mal connus, mal reconnus par chaque enfant et par les parents. Et on n'agit pas tout à fait de façon assez efficace et assez rapide. Donc vraiment, là, c'est je reconnais mes symptômes, j'agis de manière efficace et rapide et je sais même agir en prévention. Donc, on utilise, là, ce sont des petites cartes. Je vous ai présenté une planche totale, mais ce sont des petites cartes individuelles qu'on étale sur la table. Et puis, chaque enfant va retrouver les symptômes qu'il a déjà ressentis. Et comme ça, on va essayer que chacun puisse mettre en avant le ou les symptômes qu'il ressent juste avant que la crise se déclare. Et puis, ensuite, on va jouer avec une application. Alors, elle est extrêmement intéressante, cette application. Là, moi, j'encourage mes petits patients, quand il y a une tablette à la maison, d'amener la tablette parce qu'ils vont pouvoir jouer et éventuellement rejouer avec. Alors là, je vous ai mis l'écran en haut à gauche, l'écran qui va apparaître sur la tablette, par exemple. Alors, c'est vraiment des situations très pratiques. Alors, Mathéo fait ses courses avec ses parents. Il n'a pas son traitement sur lui et dans le magasin, il commence une crise d'asthme. Et vous voyez qu'il y a 5 solutions de proposer. Hein. Par exemple, son père court à la voiture chercher le traitement, Mathéo prend le traitement, deuxième possibilité, il termine les courses, etc. Et du coup, l'enfant va cliquer sur l'image pour laquelle il semble que ce soit la bonne réponse. Par exemple, là, l'enfant va cliquer sur « il termine les courses ». Ensemble, en famille. Bon, il y a les signes de crise, mais on continue les courses. Et vous voyez que dans ce qui est en bas à droite, vous voyez que l'écran va aussitôt réagir. Et donc là, la carte se retourne et il apparaît le message suivant. La crise d'asthme se confirme et ses symptômes s'aggravent. Donc, en fait, chaque fois qu'il clique sur une carte, il va avoir la réponse. Donc, il peut aller jusqu'à trouver les bonnes réponses. Un deuxième exemple, il y a plusieurs pages sur cette application. Juliette, elle a 14 ans, elle est invitée à une soirée pyjama chez une copine. En pleine bataille de polochon, elle ressent les signes annonciateurs d'une crise. Donc, même système. Elle va cliquer, l'enfant va cliquer sur une image. Après, les parents peuvent dire, ah non, voilà, t'as cliqué là-dessus, la crise continue, alors on va cliquer sur autre chose. Papa ou maman va cliquer sur une autre image et ainsi de suite, on a la réponse. Donc là, la première image est choisie, elle prend son traitement inhalé tout de suite. Résultat, elle se sent mieux. Je vous présente vraiment que quelques outils, ce n'est pas tout le contenu de l'atelier, mais on vise toujours l'objectif. Le 4e atelier, c'est bouger avec son asthme. Donc là, c'est vraiment la valorisation de l'activité physique. Vraiment, les enfants qui présentent un asthme pédiatrique, il y a des bénéfices à faire de l'activité physique. Donc, l'objectif là de cet atelier,
C'est comment le faire en toute sécurité, en toute confiance, comment rassurer les parents. Souvent, les parents sont plus inquiets que les enfants à ce sujet-là, mais on a l'intervention juste après d'un collègue qui fait des activités physiques adaptées, donc je le laisserai s'exprimer sur le sujet. Le 5e atelier que nous proposons à Planète Patient, c'est un atelier sur les solutions pour mon quotidien. C'est reconnaître les facteurs aggravants, mais aussi les facteurs qui améliorent l'asthme et agir avec l'environnement. Pour ce faire, on utilise une grande bâche poster que vous avez là en image et qui représente tout un tas de situations au quotidien qu'on a essayé, dans lesquelles on essaie de retrouver un petit peu toutes les situations possibles et imaginables. C'est un outil qu'on utilise aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant, pour les ateliers, pour les maladies respiratoires, pour l'obésité, enfin dans plein d'ateliers. C'est un outil transversal chez nous. Donc je vous l'ai fait en un petit peu plus grand là. Vous pouvez voir qu'on trouve à la fois tout ce qui concerne le logement, les consultations médicales à l'hôpital, tout ce qui est social, tout ce qui est l'école, le collège, tout ce qui est activité physique, tout ce qui est vie quotidienne dans l'environnement. On va présenter ce poster aux enfants et à leurs familles et on va leur demander. Alors, on distribue des petits pouces rouges et des petits pouces verts qui vont ou vers le haut ou vers le bas. Et les petits pouces rouges, c'est pour dire, tiens, ben moi, j'ai vu qu'il y avait de la pollution là derrière la voiture, il y a des gaz. Alors ça, c'est pas bon pour mon asthme. Alors, je vais mettre un petit pouce rouge là sur la pollution. Et puis, bah tiens, je vois des gens là-bas qui font du sport. Eh ben, je vais mettre un petit pouce vert parce que ça, c'est bon pour mon asthme, par exemple. Et puis, oh, là, je vois la chambre avec un chat sur le lit. Ah, ça, c'est pas bon pour mon asthme. Je mets un petit pouce rouge. Ainsi de suite. Donc, si on reprend, par exemple, là, des exemples un petit peu plus, vous voyez qu'il y a des petites bulles là qui nous disent ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ça, c'est plutôt un outil pour aider les animateurs de séance à trouver les bons petits pouces rouges et les bons petits pouces verts. Hein. Donc, effectivement, l'activité physique, c'est bon, mais s'il y a trop de poussière dans l'environnement, ça va peut-être pas être très favorable à nos allergiques. Dans la cuisine, eh bien, tout ce qui va être activité de ménage, de cuisine, les appareils à combustion, ben, ça va peut-être pas être trop favorable à la respiration de l'enfant asthmatique. Les animaux, quand ils sont présents dans l'environnement chez les enfants allergiques, la moquette, enfin voilà, tout ce genre d'éléments environnementaux qui vont nous permettre également, par exemple, d'introduire une possibilité de faire intervenir au domicile des patients la conseillère médicale en environnement intérieur. Et donc, de même, je ne vais pas développer ce point-là puisque une intervention va suivre juste après sur ce sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michel, pour la clarté de cette présentation. Et puis, c'était vraiment très concret de voir les outils et de voir voilà, que le TP, comme tu disais très bien, ce n'est pas que autour du traitement, c'est vraiment voilà, comment on en parle, comment être à l'aise avec des solutions sur des choses concrètes du quotidien. Et puis, tu nous as fait la transition avec... on souhaitait présenter le conseil médical en environnement intérieur parce que c'est des fois un métier un petit peu inconnu et c'est important de voir voilà, quelle complémentarité ça peut avoir avec le TP au travers voilà, de ces visites à domicile en individuel. Donc, je vais donner la parole à Pascal Boulet qui va nous présenter un petit peu le rôle et comment ça fonctionne. J'ai une formation d'infirmière. Et j'ai fait un DU de santé respiratoire et habitat à Strasbourg avec le professeur Frédéric Deblay. J'ai enchaîné ensuite sur une licence professionnelle des métiers de la santé et de l'environnement pour pouvoir intervenir sur les lieux de travail, avoir une meilleure connaissance du travail et de la santé au travail.
Et en même temps, je me suis formée à faire les grilles habitat dégradé, ce qui me permet au niveau des logements de pouvoir faire ce type de déclaration. Et il y a quelque temps, j'ai fait un DU de tabacologie, parce que le tabac reste toujours le premier polluant du logement. Donc, l'objectif de notre profession, c'est une collaboration pour la prise en charge d'un patient asthmatique. Bon, aujourd'hui, on est dans le cadre de la maladie de l'enfant, hein, de l'asthme pédiatrique, mais ça peut être aussi pour un adulte asthmatique. Hein, on va au domicile et il est asthmatique ou allergique, mais il peut aussi bien avoir d'autres pathologies respiratoires. Hein. On intervient également dans le cadre de la mucoviscidose, on peut aussi en pré-transplantation, en ORL et aussi en oncologie. Hein, c'est vraiment toutes les pathologies où on suppose que l'environnement a un lien. Notre activité nécessite quand même certaines exigences. C'est ce que nous recommande le professeur Deblé. Hein. Déjà, avoir une bonne connaissance des pathologies en rapport avec les polluants présents dans l'habitat. Quelque chose que je mettrais en numéro 1, c'est vraiment le relationnel, parce qu'on n'arrive pas au logement du patient. Hein. On va visiter quand même tout le logement et il faut quand même un bon relationnel. Bon, on a aussi besoin de connaissances techniques, hein, du bâtiment, de la ventilation, les différents polluants que l'on va retrouver dans le logement. Donc, ça va être les polluants, il y en a deux types, hein, les biologiques et les chimiques. Hein. Biologiques, dans les allergies, on va bien les retrouver, acariens, pollen, moisissures, allergènes d'animaux. Et puis les chimiques, ça parle tout seul, hein, on les connaît beaucoup plus, mais on pense moins que les biologiques sont des polluants. Et donc, il va falloir apporter des conseils d'éviction pour ces polluants. Donc, l'intérêt clinique des CMEI dans la prévention, il y a 3 grosses études qui sont un petit peu anciennes. Il n'y a pas eu de nouvelles études, à ma connaissance, qui ont été faites sur l'intérêt, mais bon, il y a l'étude du professeur Deblé, hein, il y a l'étude de Krieger et l'étude de Morgan. Bon, on va s'arrêter juste quelques instants sur l'étude du professeur Deblé. Bon, je pense que vous avez tous connaissance. Hein. Ça a été fait avec les enfants et non pas avec les adultes. Hein. C'est pour ça que je m'arrête sur celle-ci. Donc, nous avons donc l'étude du professeur Deblé qui a été faite sur 10 ans, hein, dans les années 2000, qui on prend les enfants asthmatiques et allergiques, hein, avec une éviction globale et une visite à domicile. Mais il faut ne pas oublier que le traitement est très important. Hein. On ne va pas faire que de l'éviction et de la visite à domicile. Dans tous les cas, il y aura un traitement qui est bien suivi, éventuellement où il y aura eu de l'éducation thérapeutique pour que le patient soit bien conscient de l'importance du traitement. Hein, que les parents donnent bien le traitement à leurs enfants et que l'enfant puisse très rapidement aussi être conscient de l'importance de ce traitement. Donc, dans les évictions globales, on va donner les conseils pour baisser le taux d'allergènes sur les matelas et les sols. Et on va s'apercevoir qu'il va y avoir une baisse de 19% de jours sans symptômes. Il y aura aussi une diminution de l'absentéisme scolaire. Et
quelque chose qui est primordial pour l'enfant, hein, c'est qu'il y aura une diminution des visites aux urgences pour crise d'asthme. C'est quand même une diminution de 13%, ce qui n'est pas négligeable pour un enfant. Donc, cette étude nous montre bien la corrélation entre la diminution du taux d'allergènes et l'amélioration de l'état clinique. Donc, l'intervention du CMEI se fait sur prescription médicale, mais elle peut être conseillée par différents professionnels de santé. Le médecin pourra m'appeler ou alors donnera mes coordonnées au patient qui m'appellera directement. Donc, à la suite de ça, va découler la prise de rendez-vous qui peut être parfois un petit peu longue parce qu'en fonction des cultures, on accepte plus ou moins que quelqu'un vienne à domicile. On dira oui au médecin pour ne pas le contrarier, mais après, on ouvrira difficilement sa porte. Donc, une fois que on planifie la visite à domicile. On évite, quand il y a des enfants, de venir un jour où il y a les enfants parce que je vais accaparer un peu les parents pendant 2 heures, 2 heures et demie, voire plus en fonction de leurs questions. Donc, il faut vraiment que le parent soit disponible. Lors de la visite, il y a un questionnaire systématique pour être sûr de ne rien oublier sur tous les points de la maison. Ce questionnaire, ça va être le chauffage, la ventilation, l'aération et on passe en revue chaque pièce. On fera lors de la visite des prélèvements de moisissures si elles sont importantes dans le logement qui seront envoyées ensuite au laboratoire analysaire en région de Lyon. On fera aussi une mesure de la température des pièces, de l'hygrométrie et aussi de la qualité d'air dans le logement. Et puis, parfois, on a bien des surprises à ce niveau-là. Bon, pour ma part, pour les polluants biologiques, je fais très peu de prélèvements d'acariens parce qu'on sait qu'il y a des acariens dans toutes les maisons, hein. Donc, c'est pas évident. Parfois, je vais en faire pour bien montrer à la famille les poussières qu'il y aura dans le logement. À la suite de ça, on donne les conseils d'éviction, hein, pour les nettoyages de moisissures, comment on élimine les acariens. Et dès que j'ai tous les résultats pour les moisissures, il y aura un compte-rendu de fait envoyé au médecin traitant, au médecin prescripteur et à la famille pour que tout le monde puisse en rediscuter. La CMEI, elle est un petit peu au milieu de tout le monde là. Avec le patient, elle est en lien avec les équipes soignantes, avec tout ce que ça peut comporter, les médecins, l'ETP, les kinés, les sages-femmes, tous les soignants qui gravitent autour du patient. Mais aussi, on est très souvent en lien avec l'ARS, les mairies, le conseil départemental, quand il y a des soucis, des gros soucis de dysfonctionnement dans les logements et quand on est appelé à faire les grilles habitat dégradé. Mais on peut être aussi en lien avec les employeurs, hein. Ça m'arrive d'aller faire des visites domicile et lieu de travail. Bon, avec les écoles, il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un lieu un petit peu fermé, dirons-nous. C'est les mairies qui décident, donc là, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais les parents peuvent faire ce lien avec les écoles, avec le compte-rendu, hein, avec les conseils qu'on peut donner. Mais je pense que maintenant, on ne trouve plus d'animaux dans les écoles. Hein, il n'y a plus de chats, il n'y a plus d'oiseaux dans les écoles, donc ça limite. Il commence à y avoir des démarches pour limiter les produits d'entretien. L'aération, espérons que ça continue. Donc, voilà. Et
le lien est aussi avec les bailleurs ou les professionnels du bâtiment. Et ça, c'est vrai que c'est un lien qui est très compliqué parce que les bailleurs parfois saturent d'entendre nos patients. Ils ne répondent plus. Là, j'ai plusieurs cas où les bailleurs ne répondent plus aux patients. Donc, même si les médecins font des certificats, mais les bailleurs reçoivent tellement de certificats de relogement pour des demandes de relogement qu'ils n'en tiennent plus compte. Donc, pour un peu résumer tout cela, CMEI, on peut l'appeler l'outil, est un outil supplémentaire dans le panel thérapeutique. Dans notre boîte à outils thérapeutique, c'est un des outils qu'on peut sortir quand le logement, on suspecte vraiment des soucis dans le logement ou quand on suspecte que les parents n'arrivent pas à mettre en place les évictions nécessaires. Là, on peut appeler la CMEI au secours. Donc là, sur cette dernière diapositive, vous pouvez voir les coordonnées des 2 CMEI de Normandie. On va avoir une petite diapositive de bibliographie, parce que… Merci beaucoup. Donc, ça nous a permis de voir un petit peu le rôle de la CMEI, de ses visites à domicile en individuel. Et pour finir, un petit temps avec un enseignant en activité physique adaptée pour nous parler un petit peu de l'intérêt du sport dans l'asthme et un petit peu combattre les idées reçues que quand il y a de l'asthme, on ne peut pas faire du sport et vraiment aussi nous expliquer tous les bénéfices qu'il peut y avoir à faire de l'activité physique. Je laisse la parole à Jérémy Cellier. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Cellier, je suis enseignant en activité physique adaptée chez AIR Partenaires Santé. Encore maintenant, il est possible que certains enfants asthmatiques soient dispensés de sport. Est-ce justifié ou est-ce juste une idée reçue? De manière générale, une activité physique adaptée peut être prescrite par le médecin dans le traitement de nombreuses maladies chroniques. Si les bénéfices de l'activité physique sur la santé ne sont plus approuvés, l'OMS estime que la sédentarité est la 4e cause de mortalité prématurée au monde. Chez les 5-17 ans, les recommandations sont d'1 heure d'activité physique modérée à soutenue par jour, les activités physiques intenses renforçant le système musculaire et osseux devant être pratiquées au moins 3 fois par semaine. Chez l'enfant, cela permet d'améliorer sa condition physique, sa santé cardio-métabolique, sa santé osseuse pour toute sa vie, ses résultats cognitifs, sa santé mentale, etc. Pourtant, en France, selon le dernier rapport de l'ONAPS de 2022, seuls 50% des garçons et 33% des filles atteignent ces recommandations. Ce pourcentage diminue avec l'âge, les ados sont moins actifs, alors que le temps d'écran augmente. On comprend donc qu'il est important d'inciter les jeunes à être plus actifs. Mais qu'en est-il des enfants asthmatiques? Globalement, le traitement de l'asthme repose sur 2 principes généraux: réduire les risques et contrôler les symptômes. Concernant les risques, il est vrai qu'un effort physique non maîtrisé peut provoquer une bronchoconstriction induite par l'exercice. Typiquement, je me suis mis à courir derrière le bus pour ne pas être en retard et j'ai fait une crise d'asthme. Cela peut être la raison pour laquelle certains enfants évitent de faire du sport. Pourtant, il est prouvé qu'une activité physique régulière impacte positivement l'état clinique de la personne asthmatique en permettant d'en contrôler les symptômes. En effet, l'activité physique améliore l'aptitude physique aérobie, l'endurance et les capacités d'exercice des personnes asthmatiques. Autrement dit, elle améliore leurs conditions physiques générales. Elle améliore aussi leur qualité de vie et elle augmente le nombre de jours sans symptômes. L'activité physique diminuerait également le risque de bronchoconstriction induite par l'exercice et l'hyperactivité bronchique, et elle pourrait améliorer la survie des patients asthmatiques. Face aux conséquences de la sédentarité sur la santé, les apports d'une activité physique régulière représentent bien plus d'avantages que d'inconvénients. Aujourd'hui, il est donc très fortement conseillé aux enfants asthmatiques de pratiquer une activité physique, autant pour améliorer leur état clinique que pour bien grandir. On peut toutefois leur donner quelques conseils afin de limiter l'inconfort pendant le sport. Pour le choix de l'activité, seule la plongée sous-marine nécessite une consultation médicale spécifique. Tout le reste est conseillé, quels que soient les goûts de l'enfant du moment qu'il bouge. Certains points de vigilance concernent les potentiels risques d'allergie. Par exemple, le chlore en excès dans certaines piscines, l'allergie aux poils de chevaux concernant l'équitation, ou encore la poussière dans les sports de combat sur tatami, comme par exemple le judo.
Il faut également être très attentif à l'environnement. Les efforts intenses au niveau cardio-respiratoire en milieu froid, lors des pics de pollution ou d'allergènes, peuvent augmenter les risques de crise d'asthme. Lors de la séance, l'échauffement doit absolument être lent et progressif, surtout s'il fait froid. Tout comme la fin de la séance qui doit aussi être progressive. Un échauffement trop brutal peut augmenter les risques de bronchoconstriction, comme le sprint pas prévu derrière le bus. En accord avec le médecin, l'enfant peut prendre son bronchodilatateur à durée d'action brève 15 minutes avant la séance pour limiter les symptômes. Les efforts brefs et répétés sont généralement mieux tolérés si leur intensité reste modérée, mais les efforts longs d'endurance peuvent aussi être réalisés, d'abord à une intensité faible sans essoufflement, puis en augmentant progressivement la difficulté. De nombreux enfants asthmatiques sont devenus des champions dans leur discipline. À titre d'exemple, je citerai l'anglaise Paula Radcliffe, détentrice du record du monde du marathon entre 2003 et 2019, avec un temps de 2h15 et 25 secondes pour courir 42 km 195. Un temps que très peu d'humains peuvent atteindre. Si la pratique d'une activité physique régulière est nécessaire à la bonne santé des enfants atteints d'asthme, cette maladie n'empêche pas d'accomplir des performances sportives historiques. Eh bien, merci à tous nos intervenants. Peut-être maintenant place à quelques questions, éventuellement. Voilà, n'hésitez pas à rallumer vos micros. On peut échanger avec... Effectivement, c'était quand même intéressant qu'on puisse avoir un petit peu cette mise au point sur peut-être certaines spécificités de l'asthme, de ne pas passer aussi à côté d'une toux persistante et de pouvoir penser finalement qu'on est peut-être sur un début de crise d'asthme. Moi, j'ai trouvé aussi hyper intéressant cette vigilance sur les adolescents aussi au moment où on change de traitement et où finalement il peut y avoir aussi certains facteurs qui font que l'asthme va continuer à être présent et peut aussi leur compliquer la vie. On a vu à quel point finalement on avait beaucoup de sources de consultations aux urgences et comment on pourrait faire aussi pour finalement mieux accompagner peut-être les personnes et leurs familles. Hein, le rôle aussi pivot du médecin généraliste finalement tout au long de la maladie, qui est là pour accompagner l'enfant et la famille. Et on imagine bien à quel point ça prend du temps de pouvoir parler des moments de crise et parler vraiment du traitement de fond et de tout ce qui peut agir, ce qui montre aussi vraiment la complémentarité que peut avoir l'ETP pour aussi redonner quelque part du souffle aux enfants et aux familles, parce que c'est quelque chose qui dure et que c'est pas forcément simple toujours. Et puis, il y a toujours des questions qui sont là, qui persistent. Et c'était aussi enrichissant pour avoir différents outils présentés, de voir aussi comment le TP peut être là pour aussi redonner la parole, faire qu'on amène des échanges sur comment chacun vit la pathologie avec toutes ses conséquences dans le quotidien, voir qu'aussi finalement la force des échanges en collectif pour aussi redonner confiance, faire que l'enfant va être plus à l'aise avec ce qu'il vit et va pouvoir aussi se sentir plus en capacité de faire face s'il se passe quelque chose à l'école, aussi peut-être d'expliquer aux personnes qui l'entourent, que ce soit dans le périscolaire, dans le sport. Et puis voilà, ces petites vignettes importantes sur quand même la CMEI, peut-être quelque chose d'inconnu, que finalement, sur prescription, on peut avoir une visite à domicile vraiment individualisée qui va nous aider à peut-être avoir cette vision encore plus globale qui peut des fois expliquer que l'asthme persiste. Et puis, bien vaincre les idées reçues autour du sport. Alors, il y a Michel Leclerc qui a levé la main et puis on a une question dans le fil que je poserai après. Peut-être laisser Michel répondre ou prendre la parole. Voilà, si vous m'entendez cette fois. Oui. Eh bien, peut-être qu'on peut répondre à la question d'abord. Peut-on connaître le coût de l'intervention de Planète Patient? Vous voulez répondre? Je réponds. Allez-y. Donc, Planète Patient est une plateforme de coordination qui rémunère ses intervenants, mais pour le patient, le coût est nul. Ça, c'est important. À partir du moment où vous vous adressez un de vos patients vers la plateforme, il aura 0 centime à débourser. Ça, c'est important.
Je ne comprends pas le sens de la question pour l'utilisation des outils. Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est la façon dont on les utilise? Si... Je pense le coût pour effectivement un établissement. l'utilisation effectivement des outils. Alors, pour les intervenants hors structure qui conventionnent avec nous, les outils sont mis à disposition. De même pour les établissements qui souhaiteraient mettre en œuvre le programme porté par Planète, il y aura possibilité de bénéficier de la mise à disposition gratuite des outils. Après, si vous voulez utiliser les outils en tant que tels hors conventionnement, donc d'une part, ils sont disponibles au téléchargement sur notre site. Et après, certains outils sont accessibles en version physique payante dans le cadre d'un kit outil, mais c'est le cas notamment du plan de ma vie, mais ce n'est pas la totalité des outils. Par contre, tous les outils sont disponibles en téléchargement gratuit sur notre site. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter directement et on pourra répondre peut-être plus précisément encore à votre demande. Alors, j'avais une question pour le docteur Vallée, qui nous a signalé que le pic des crises d'asthme des enfants était situé vers le mois de septembre. Je voulais savoir si on avait la raison de cette temporalité. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a la collectivité qui reprend, en général, c'est 3 semaines à la rentrée scolaire, donc je pense qu'ils sont. Enfin, c'est pour la majeure des asthmes viraux induits. Il peut y avoir un relâchement des traitements de fond sur l'été quand les enfants vont mieux. Et donc, du coup, une pression thérapeutique qui est moindre. Et j'avais une troisième explication. Et les pics des acariens aussi qui sont sur ces périodes d'automne et puis de printemps qui peuvent aussi réexacerber les crises. Ça répond à ta question, Michel? Tout à fait, merci. Alors, il y avait eu d'autres questions qui nous avaient été posées en amont du webinaire. Il y avait une question qui était donc la première, pourquoi l'asthme du nourrisson n'est pas toujours guéri à 3 ans et plus chez certains enfants? Donc, je ne sais pas, docteur Vallée, si vous voulez répondre à cette question. Oui, pourquoi pas. L'asthme du nourrisson, en fait, il peut persister dans certains cas, et essentiellement chez les familles atopiques, comme on voyait tout à l'heure. Et il y a certains qui persistent et certains qui ne persistent pas et qui resteront un asthme du nourrisson. Et c'est un peu l'évolution. Mais on voit bien, en général, c'est les familles atopiques qui persistent le plus. C'est un terrain, sans qu'il y ait de gènes en particulier, c'est un terrain génétique favorisant, je pense. Est-ce que certains ont d'autres questions ? Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être vous mettre les coordonnées de tout le monde à l'écran pour que vous puissiez du coup éventuellement recontacter directement ou en tout cas adresser directement les patients ou en tout cas prendre contact. Je te laisse. Et puis, nous allons terminer cette soirée. Il est 22h. Et puis, c'était, je pense, important de
se consacrer ce temps autour de l'asthme pédiatrique et de l'ETP. Nous vous remercions et puis ce webinaire ce sera normalement accessible en replay sur le site de Planète Passion, donc n'hésitez pas à le diffuser à vos collègues ou qui n'ont pas pu être présents. Merci à tous au nom de tous les intervenants et de l'équipe de Planète Passion. À bientôt.